fois n'est pas coutume, pas de VF puisqu'elle fait partie des premières à gentiment oublier carrément des passages sans les traduire ou les sous-titrer, VO obligatoire pour moi donc. Des années sans vraie momie au cinéma, rien de plus normal, seules quelques versions nous avaient titillé les poils de la nuque lors de leur diffusion. Un méchant plutôt lent et peu effrayant, il était temps de dépoussiérer cette momie et de rendre ses aventures modernes, reconstruire le mythe, le moderniser. Nous avions eu des débuts dans les années 30 sur les Universal Monsters, puis les films de la Hammer pour les plus sérieux. When I saw that movie, it wasn't just a horror movie, it was also adventurous and romantic and really exotic. And it really swept me away. Qui d'autre que le plus généreux réalisateur du moment qui vient de nous réaliser un excellent petit film de monstre, Un cri dans l'océan avec le regretté Treat Williams pour réaliser un reboot, d'autant que les effets sont maintenant bien plus élaborés et se lâcher au niveau rythme et personnages décalés et action. Entretien avec un vampire de Neil Jordan, Mary Reilly de Stephen Frears, Frankenstein de Kenneth Branagh vont remettre les monstres au goût du jour avec à leur tête le Dracula de Francis Ford Coppola, chef-d'œuvre absolu. Hominoptera. Here we go again. 11 ans après que la Universal cherche à faire un remake du film de 1932, le studio aura tout essayé pendant ces années. George A. Romero en 1987, qui abandonne faute de scénar et bien sûr beaucoup trop gore, Clive Barker en 1990, mais qui écrit un traitement tellement frappadingue que les exécutifs annulent tout, Joe Dante ensuite en 1993, qui engage Rick Baker pour les maquillages, qui veut faire le film de nos jours, moderne donc, mais le studio encore une fois n'est pas convaincu, même s'ils le feront avec le Mummy de Tom Cruise de triste mémoire. Puis en 1995 ce sera Mick Garris, le roi tâcheron des adaptations de Stephen King. Bref, des essais, ça tâtonne et ça n'arrive à rien. Et même John Sayles s'y cassera les dents avec une momie en 1990 donc qui déambule sur Venice Beach et qui laisse tout le monde dubitatif. And the bay camera? Roll camera. And action. 1997 est l'année du changement pour le titre avec l'arrivée du scénariste Kevin Jarre qui avait donné Tombstone de George Pan, Cosmatos et Glory d'Edward Zwick, fils adoptif de Maurice Jarre et demi-frère de Jean-Michel, et qui donne un premier script qui excite les exécutifs. Universal lance la machine, engage Brendan Fraser qui a le même agent que Stephen Sommers, fan de la momie devant l'éternel, et grâce à ce hasard tellement hollywoodien, va pouvoir s'entretenir avec le boss et les convaincre que le film ne doit pas se tourner vers l'horreur, mais l'aventure à 200%, remettre le monstre dans un univers à la Indiana Jones ou Gunga Din, un coup de fouet véritable dont l'histoire a besoin, de l'action à l'ancienne avec des effets de maintenant. Universal se dit que cela peut donner le jackpot, commence à s'humecter les lèvres et le budget va passer d'une facilité déconcertante de 20 millions de dollars à 80, dont 21 millions, donc plus que le budget initial, dans les effets spéciaux avec la plus grande firme d'effets du moment, ILM, Industrial Light and Magic. 3 mois plus tard, le scénario de Stephen Sommers est validé. Il est engagé comme réalisateur donc et scénariste. Fan du film avec Boris Karloff, il veut retrouver la folie archéologique toutankhamonienne en redonnant ses titres de gloire de l'Égypte antique. Steve shared everybody's enthusiasm for the project and for the task and the adventure of creating a new mummy. There was no question that he was the guy. Sommers a à son actif un livre de la jungle avec Jason Scott Lee de bonne facture et réalisera pour notre bonheur la suite de la momie, un Van Helsing peut-être un petit peu trop généreux et un G.I. Joe, le réveil du cobra qui se laisse bien regarder avec son casting pas dégueulasse. Il va avec cette momie nous donner un exotisme bienvenu comme un film de Michael Curtis mixé à du Ray Harryhausen. 1719 avant Jésus-Christ, le grand prêtre Imhotep convoite la maîtresse du pharaon. Pris sur le fait, après avoir tué ce dernier, Imhotep est momifié vivant dans un sarcophage. 1923, Rick O'Connell, l'aventurier, va aider une jeune égyptologue à trouver les ruines de cette cité Amunatra. L'une des expéditions va délivrer la momie d'Imhotep en rogne et à la recherche de son amour, Anaxonamun. Home of Imhotep, Pharaoh's high priest.
C'est le chef décorateur Alan Cameron qui va s'occuper de recréer l'Égypte antique et celle des années 20, connue pour son travail sur le Highlander de Russell Mulcahy ou Starship Troopers de Paul Verhoeven, et avant cette momie, le Bond Demain ne meurt jamais de Roger Spottiswoode. Il va d'ailleurs retrouver deux hommes considérés comme des vétérans sur les James Bond, Simon Crane, chef cascadeur, et Chris Corbull pour les explosions. Encore mieux, c'est le grand Adrian Biddle qui est à la photographie, ici ultra lumineuse et parfaite, qui nous avait donné les couleurs et images de grands films comme le Aliens de James Cameron, Thelma et Louise de Ridley Scott avec son 1492 Christophe Colomb, Event Horizon de Paul W.S. Anderson ou le Willow de Ron Howard. Le film est tourné en extérieur au Maroc et à Marrakech et un décor immense de 200 mètres de long sera le lieu de plusieurs moments, dont celui des ruines de Gizeh étalé sur 6 plateaux au studio de Shepperton. Fan donc de Michael Curtis et du film de Spielberg Les Aventuriers de l'Arche perdue et de l'expressionnisme allemand comme Tonton Steven, Sommer se fera un plaisir en le démontrant tout au long du film et va aller jusqu'à jouer avec les ombres lors de Mort du Pharaon d'Anang Sunamun pour un plaisir esthétique mais aussi afin d'éviter la censure. Le film va rapporter 416 millions de dollars de recettes totales dans le monde et un peu plus de 3 millions d'entrées en France, pari gagné. We are in serious trouble. Pour les effets spéciaux, 3 jours de prise de vue seront nécessaires pour filmer les seules scènes d'Arnold Vosloo, notre momie, afin de créer sa doublure virtuelle. So, helped us build tracking markers to go on Arnold's cheek and on his body. And so he worked with us very closely in terms of blending the edges and how we would put all our things together. Sommers, en tout cas, est persuadé de son idée. Sa momie ne sera pas un gars en bandelette qui marche à 2 cm à l'heure, mais bien un monstre rapide et efficace. De même, il refuse tout maquillage en practical et fait appel à Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux de George Lucas, parce que seul ce genre d'effets peuvent illustrer les images qu'il a en tête. Stephen Sommers avait déjà utilisé les CGI sur son film de monstre précédent, Un cri dans l'océan, et ILM vient de créer un nouveau département de personnages en images de synthèse, dont Star Wars La menace fantôme de George Lucas en est le premier film et démonstration, et la momie se présente à point pour effectuer les volontés du réalisateur. Quelques prêtres seront quand même eux maquillés, mais le reste est full CGI. Deux équipes sont créées, la première dirigée par John Burton Jr. qui va s'occuper de la momie elle-même, tandis que la seconde, dirigée par Scott Farrar et Ben Snow, va gérer tornades, tempêtes de sable, miniatures et décors. La momie qui se régénère petit à petit va impliquer que le personnage va commencer décharné, avec muscles et tendons qui sont visibles jusqu'à ce que la peau recouvre le tout. Les 10 plaies d'Égypte qui vont de l'assaut de sauterelles à la tornade de sable avec le village d'Imhotep devant, de la pluie de météores aux scarabées par milliers et j'en passe, composent le film et nous donnent des séquences qui non seulement sont très gratifiantes visuellement, mais très bien réalisées par le groupe d'effets spéciaux pour l'époque. Reste que le film a beau avoir recours aux images de synthèse, beaucoup de scènes ne les utilisent qu'en décor de fond, sur des séquences d'action en practical comme la scène de l'abordage du bateau absolument géniale. Celle des légionnaires qui nous rappelle justement Gunga Din en nous plongeant dans l'action de la meilleure des manières. Prenez votre position! Ou la bibliothèque qui s'effondre ou avec 12 000 livres dedans. Une scène à ne pas rater, d'autant qu'elle a été faite en une prise. De même, des combats impressionnants nous rassurent et sont visuellement très gratifiants, comme celui de Rick contre les momies très énervées défendant Imhotep, et nous rappelant en plus moderne et rythmé la scène des squelettes du film Jason les Argonautes de Don Chaffee.
Une bataille finale sur plusieurs décors et plusieurs personnages digne des meilleurs films d'aventure qui LM supervise parfaitement en nous scotchant par des effets que certains vont trouver datés aujourd'hui, bah oui mon con, ça fait 25 ans, mais sans jamais dégrader la narration du film ou nous en sortir, même si l'eau n'est pas terrible je vous l'accorde, mais c'est tout. En tout, 130 séquences sur un film fou, et ce dès le logo Universal qui va se transformer en soleil égyptien avec ses pyramides et sa vue sur ce monde magnifique dont la couleur entre les effets et plans réels ne sera jamais prise en défaut. Then get me the hell out of here! Brendan Fraser, un acteur incroyable capable de passer de la comédie lourdingue au film d'aventure inouïe ou un petit film indépendant. À chaque fois il épate et transmet par l'écran un capital sympathie qui manque cruellement aujourd'hui. Ici il est Rick O'Connell, aventurier et mercenaire digne d'Indiana Jones, de Robin des Bois, bref des héros d'antan, se battant et virevoltant comme tous les héros de l'âge d'or, comme Errol Flynn savait les jouer. La pression du film sur lui est énorme et profite de chaque instant comme d'aller voir l'évolution de la construction des décors. L'acteur sort du fabuleux Ni Dieu ni démon de Bill Condon avec Sir Ian McKellen sur la vie du réalisateur James Whale et devient dès La Momie un héros d'action crédible et instantanément identifiable comme l'on avait à l'époque des serials. Il est, et ce dès sa première scène où il parle très bien français, extrêmement convaincant et mieux encore, forme un duo parfait avec son Evelyn jouée par Rachel Weisz. Son apparition sortie de prison en mode beau gosse en fait un héros parfait. I don't like him one bit. Anyone I know? Malheureusement, l'acteur va disparaître suite à l'émergence du mouvement MeToo et l'affaire Weinstein. L'acteur a en effet subi une agression sexuelle de la part de Philippe Berck, ancien président de l'association hollywoodienne de la presse étrangère, décidant chaque année des nominations et attributions des Golden Globes. Les faits se seraient déroulés au Beverly Hills Hotel au cours de l'été 2003. Dans le même temps, Brendan Fraser éprouve des douleurs handicapantes liées à la violence des cascades qu'il a effectuées lui-même lors des tournages des films de La Momie, qui lui impose de longues périodes de convalescence et le garde à distance des studios pendant près de 7 ans. Brendan a aussi expliqué que cet événement l'avait profondément traumatisé par la suite et qu'il avait préféré se mettre en retrait de la vie publique. Il estime avoir été mis sur liste noire, constatant que les invitations aux événements des Golden Globes après 2003 se firent rares par la suite. Mummies. Il revient maintenant après le The Whale ou le Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese et on espère que sa carrière va redémarrer. C'est Guillaume Orsat qui le double en version française. Still angry about that kiss, huh? Oh, if you call that a kiss. Evelyn est donc égyptologue, jouée par Madame Daniel Craig, Rachel Weisz, cloîtrée dans la bibliothèque d'un musée où elle y fait beaucoup de bêtises, gauche qu'elle est. Humaine et de suite sympathique, elle est la femme anglaise typique et dont la relation avec Rick, au départ plutôt houleuse, va vite se transformer en relation amoureuse comme les films d'antan. Elle est la demoiselle en détresse qu'Imhotep voit en réincarnation d'Anck-Sunamun. Sommers va éviter de prendre Patricia Velasquez pour jouer les deux rôles afin d'éviter justement de faire comme l'avait fait Francis Ford Coppola sur son Dracula en reprenant Winona Ryder sur les deux personnages. Rick la séduit vite et après un petit verre d'alcool ou deux, qu'elle ne tient bien sûr pas, elle se montre plus tendre avec lui que leur première relation n'avait pas montré. What is a place like me doing in a girl like this? Comme les belles héroïnes, elle passe de bibliothécaire plutôt guindée à superbe femme et aventurière en herbe, dont le courage va aller en s'améliorant jusqu'à embrasser cette fameuse momie afin de pouvoir sauver Rick pris dans une tempête de sable en avion créée par le prêtre maudit. Elle sera adorable sur l'entièreté du tournage sans jamais se plaindre d'aucune scène à Stephen Sommers et il est bien dommage qu'elle ne soit pas revenue sur le troisième opus, même si cela n'aurait pas changé le fond du problème. En 2006, elle va remporter l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle aussi pour le film The Constant Gardener et a joué dans énormément de films. C'est Laura Préjean qui fait sa voix.
La momie est donc interprétée par l'acteur sud-africain Arnold Vosloo, empreint d'une noblesse inédite pour un monstre, ce qui est un véritable bonheur. Il sera le seul du casting le plus difficile à trouver. Somers rechercha une sorte de Boris Karloff moderne et comme souvent, dès qu'Arnold Vosloo entre sur scène, le choix est fait. Une momie amoureuse qui va tenter un baiser sur Evelyn, sauvée par un chat dont le monstre n'est pas fan, se transformant en mini tornade dans la chambre de notre héroïne. Un beau moment ILM. Acteur de théâtre, il est le choix parfait de Somers qui veut la jouer de façon shakespearienne. Épris d'un amour impossible, désespéré, il n'agit que dans son intérêt, mais pour les sentiments qu'il a pour son aimé. L'acteur va partager son temps entre les décors et les studios d'effets avec des prothèses et se retrouvera au Maroc à dévaler des pentes sous 38 degrés et une dysenterie qui lui tord les boyaux, et avec les effets attendre des heures pour un simple mouvement de visage capturé. Il n'a que peu de dialogue, mais tous en ancien égyptien, qui va devoir apprendre avec Stewart Smith, professeur égyptologue à l'UCLA. Sa carrière comporte de nombreux films, comme 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, Chasse à l'homme de John Woo, Blood Diamond d'Edward Zwick, Darkman 2, Le Retour de Durand, et Darkman 3, tous deux réalisés par Bradford May, où il reprend le rôle de Liam Neeson, et joue également le rôle de Zartan dans G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, et G.I. Joe, Conspiration de John Chu. Did I panic? I think not. Jonathan est le frère d'Evelyn, interprété par John Hannah, acteur britannique et élément comique du film. C'est lui qui se taille la part du lion sur les phrases humoristiques et les moments désopilants, comme la scène où au milieu des adeptes d'Imhotep, en mode zombie, il se met carrément entre eux et les imite pour passer inaperçu. L'acteur s'inquiétera tout le tournage de savoir si son accent écossais n'était pas trop prononcé. On l'a vu bien sûr dans 4 mariages, un enterrement de Mike Newell, Hurricane Carter de Norman Jewison et l'hilarante série Affaire close façon Z à Z. Georges Caudron et sa voix en France. You are my only friend. What the hell are you doing with this creep, huh, Benny? L'on retrouve l'acteur fidèle et fétiche du réalisateur Kevin J. O'Connor en Benny, concurrent de Rick, qui va devenir esclave et serviteur d'Imhotep. Déjà dans Un cri dans l'océan, il était le comique de service et s'en sortait bien, mieux que dans celui-là en tout cas. C'est clairement un lâche, mais on l'excuse face à cette momie qui allait le buter. Somers va l'engager avec comme seule instruction à l'acteur, fais-le comme tu le sens, mais parle-moi avant. Il va travailler son look, improviser certaines de ses scènes et dialogues. On le verra dans tous les Stephen Sommers. En belle merde qu'il est, il va mériter sa mort juteuse et croquante. This creature is the bringer of death. You will never eat, you will never sleep, you will never stop. Oded Fer est Ardet B, un chef des Medjay qui surveille et protège la cité perdue Amunaptra afin d'éviter que la momie soit libérée. Sa participation sera bien sûr plus importante sur le second volet et c'est tant mieux. Plus tard, il va jouer le rôle de Carlos Oliveira, un soldat d'élite dans 3 des films de la saga Resident Evil, Apocalypse d'Alexander Witt, Extinction de Russell Mulcahy et Rétribution de Paul W.S. Anderson. Live through it. Right, Joe. Do you really think so? What's the challenge then? Le capitaine Winston Havelock, joué par Bernard Fox, est un aviateur britannique au sens de l'honneur des films de l'époque, là encore. Il vit d'ailleurs comme si le temps n'avait pas passé et finira comme il se doit avec honneur au combat. Il tient le rôle du fameux Dr Bombay de 1967 à 1972 dans la série Ma sorcière bien-aimée, le colonel Crittenden dans la série Papa Schultz, le détective en chef William Dirk dans l'épisode Colombo SOS Scotland Yard ou Purser Watkins dans Au trouble de la même série. Philippe Dumas fait sa voix française. Birthplace of Anaxunamun, Pharaoh's mistress. No other man was allowed to touch her. Pour beaucoup, Anaxunamun, jouée par la superbe Patricia Velasquez, aurait mérité d'être beaucoup plus présente à l'écran, comme je vous comprends, sa superbe plastique en ayant stimulé plus d'un. Sommers ayant déjà l'idée d'une suite, promet à l'époque que l'actrice sera bien plus présente sur le second volet et Dieu merci respectera sa parole. But for their love, they were willing to risk life itself. Anaxunamun est donc l'amour caché d'Imhotep, c'est celle qui va causer la malédiction. Et elle ne restera que quelques jours sur le tournage. Sommers dira lui-même avoir été impressionné par sa présence à l'écran. Elle va calmer
effectivement tout le monde et va prouver qu'elle est en plus une bonne actrice. I don't care how you do it. I don't care how long it takes. Straighten up this mischieva! Eric Avary est le docteur Terence Bay, un conservateur de la bibliothèque, acteur prolifique, vu dans La Bête de guerre de Kevin Reynolds, Stargate de Roland Emmerich ou Le 13e guerrier de John McTiernan, et Michel Leroyer le double ici. Il fait partie de la société secrète qui va empêcher la résurrection de la momie et se sacrifiera pour la cause. Le gardien de la prison est joué par Omid Djalili, comédien britannique que l'on a vu dans plusieurs rôles, comme Gladiator de Ridley Scott ou le Captain Sky et le monde de demain de Kerry Conran. Il est infâme, il sent mauvais et finira dévoré de l'intérieur par un scarabée bleu au point de se jeter contre un mur. Après Un cri dans l'océan, c'est le retour à la musique du merveilleux Jerry Goldsmith pour Stephen Sommers et l'homme va nous donner l'une de ses plus belles partitions. Alors d'un côté, il y a le côté promotionnel où tout le monde se félicite, Jerry est ravi de l'histoire et du succès du film, un des plus gros sur lequel il a travaillé, mais malheureusement, un petit drame va se passer quelques temps plus tard. La musique va donc être symphonique, où l'orchestre va se déchaîner lors des moments d'action et d'aventure, et prouve cette même année qu'il n'a rien perdu de sa vigueur et surtout de son imagination, même s'il y a des relents de musique du 13e guerrier, ici nous donnons une multitude de thèmes excitants et des morceaux entraînants. Quelques touches électroniques parsemées ici et là au bon moment, et des instruments ethniques dont Imhotep en est la quintessence dès l'ouverture du film, aux consonances orientales réussies et bienvenues avec cuivre, percussions et chœurs utilisés de façon très exotique, avec une guitare orientale qui fait le taf, comme le thème d'Ibn sur le 13e guerrier. Des mélodies majestueuses pour les romances, que ce soit celle de la momie et Anck-su-namun ou celle de Rick et Evelyn, et des passages ultra rythmés et jouissifs qui prouvent encore que le compositeur est toujours le maître incontesté des scores d'action. Les morceaux sombres et l'horreur ne sont pas en reste, où des cordes dissonantes ajoutent à l'ambiance ce qu'il faut pour donner la tension qu'il faut accompagner de cuivre agressif. L'orchestre se déchaîne, bordel, le morceau Nightboarders est vraiment démentiel, massif, soutenu par une orchestration sans défaut qu'Alexander Courage gère particulièrement bien. On pense bien sûr à la musique du film de John Milius, Le Lion et le Vent, et si vous voulez écouter un orchestre qui se lâche complètement, ce score est fait pour vous. Des thèmes d'aventure, celui de Rick, celui d'Imhotep, celui d'Evelyn en Love Theme, de poursuites, des scènes d'horreur en tout genre, voire même une poursuite en chameau encore une fois réussie. Sand Volcano termine cette musique où le thème principal revient, encore un grand morceau, et il est étonnant que ce compositeur talentueux ait fait la boulette qui suit lors d'un concert en y présentant un medley de thèmes de la momie. Il va devant l'assistance dire au micro avant de diriger le morceau qu'il a détesté le film et qu'il ne comprend pas son succès. Malheureusement, parmi les spectateurs, Stephen Sommers est là et va s'en trouver humilié et vexé. Les deux hommes ne se parleront plus, ne travailleront plus ensemble et c'est Alan Silvestri qui prendra la relève sur ses films suivants. Après une version DK, Intrada nous sortira une version complète au mixage un peu douteux. Je lui préfère la musique isolée du DVD américain, plus proche des intentions du compositeur, contrairement à ce qui se dit sur le booklet. Un chef-d'œuvre, une pièce maîtresse dans la filmographie du compositeur de 70 ans, une musique à posséder pour le tour de force de sa composition et qui rappelle les films d'antan. Ce
que l'on peut trouver de génial dans le cinéma de Stephen Sommers sur ce film, c'est à quel point il réussit intelligemment, voire très intelligemment, à doser tous les éléments du film, l'humour et la dérision, l'action et l'aventure, l'horreur, certes très soft, et le fantastique, sans jamais oublier le plaisir du spectateur. Le public apprécie pleinement des personnages très bien écrits, servis par de bonnes répliques, et l'empathie pour eux nous entraîne totalement dans l'aventure, où même l'humour ne nous sort jamais du film. Marvel pourra en prendre de la graine. Goodbye, Benny. Tous les personnages, même secondaires, font plaisir à voir, un savoir-faire au service donc de nous, et on peut se demander où est passé ce genre de cinéma. Chaque personnage, second, tiers, voire petit rôle, sont là pour apporter quelque chose au récit, sans jamais tomber dans la parodie stupide, mais bien nous aider à croire au film et le monde présenté. Pour ne rien gâcher, des effets époustouflants pour l'époque, et ne me dites pas que cela a vieilli quand on voit les merdes en trucage d'aujourd'hui, du monstre principal ou les 10 plis d'Égypte créés par ILM au taquet, dont certains passages restent en tête, sont admirables et nous calment sec. Rien n'est superflu, tout est généreux, un vrai bonheur d'aventure qui manque cruellement au cinéma fantasme pulp complètement oublié. Ambitieux et distrayant, le deuxième volet sera très attendu, pour moi rien que pour l'idée que c'est un des derniers grands films sur une mythologie que le film avec Tom Cruise, censé rebooter les monstres d'Universal, ratera dans les grandes largeurs, la faute à un réalisateur se trompant de style de son propre aveu. Surnommé le Laurence d'Arabie du film d'horreur par le journaliste Arnold Trump, qui est fan numéro 1 de Peter O'Toole, le film est un mix de l'amour qu'a Sommers pour l'âge d'or du cinéma, et il va s'atteler à la deuxième partie en suivant, tant mieux pour nous. Pour ce best-of d'une générosité sans limite entre film populaire et fantasme par excellence, La Momie mérite son 8/6 pour sa capacité à être vue et revue, sa maîtrise de film épique et la surprise absolue que fut le film à l'époque. J'espère que vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film. Ne critiquez pas trop les effets spéciaux, bien sûr que ça vieillit, on le sait, mais il faut le voir avec ses yeux d'antan, bordel de merde. Je vous dis à très bientôt, la version longue est sur Patreon pour ceux que ça intéresse, bien sûr, et je vous dis à bientôt pour du très lourd. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bye bye.